Bonjour, chers téléspectateurs. À notre rendez-vous fidélité pour ce samedi 19 juillet 2025. Comme d'habitude, nous allons aborder une thématique, mais avant d'y arriver, nous allons vous donner rapidement quelques informations. Il y en a pour lesquelles vous êtes déjà habitués, mais nous la donnons parce que nous tenons à la réalisation de ce que nous voulons. Donc, la première information que nous vous donnons, que vous connaissez suffisamment, c'est cette information relative aux accords entre le Congo et le Rwanda. Nous en avons fait suffisamment de commentaires. L'un des derniers éléments qu'on peut évoquer, c'est euh, cette information qui avait été donnée par la télévision nationale rwandaise, selon laquelle, du 4 au 8 mars 2024, évidemment, une mission du secteur privé rwandais avait séjourné au Congo et avait découvert 2 sites de terrain de 980 km² que le Congo avait donnés au niveau du Rwanda. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la Nous télévision. sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. De terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise ou pas. Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Et les Rwandais avaient accueilli cette information avec beaucoup d'enthousiasme et envisagé d'y venir faire de la culture. Le reste, vous savez, ça nous conduit juste à nous poser la question. Dans cette coopération entre le Rwanda et le Congo, visiblement, il y a un des deux qui ment. Qui ment. Et je crois que pour les Congolais, lorsqu'ils réfléchissent, lorsqu'ils analysent toutes ces informations, ils ont le sentiment que le gouvernement congolais a beaucoup de problèmes dans la gestion de ces accords. Nous rappelons que le 5 juin 2025, au cours d'une quinzaine qu'il avait tenue, le porte-parole du gouvernement avait informé que le dossier était clos, qu'il était terminé, parce qu'il y avait une date butoir qui était le 8 décembre 2024 et que les diligences n'avaient pas été observées. Visiblement, le ministre chargé des Affaires foncières en avait tenu informé les partenaires, mais ceux-ci ont été étonnés. Nous n'avons pas voulu revenir là-dessus. Nous avons souhaité une chose, c'est d'avoir les preuves en termes de documents administratifs de ce que cela avait été réalisé, puisque les Rwandais ont marqué leur surprise. Pour certains, ils ont même considéré que c'était des fake news. Bref, c'est une affaire à rebondissement. Mais la position des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, est la suivante. Non à la vente des terres, non à la cession des terres au Rwanda sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Donc voilà la première information que nous tenions à vous donner et je crois qu'il faut que nous l'assumions. La deuxième information qui préoccupe beaucoup de Congolais aujourd'hui, c'est l'enlèvement de Maître Bob Kaben Masuka le 9 juillet dernier, dans la nuit, alors qu'il sortait de son bureau. Il a été enlevé par les éléments de la centrale d'intelligence et de documentation. Et il semble que jusqu'à aujourd'hui, il est incarcéré à la CID. On n'en connaît pas le motif.
Et nous en sommes préoccupés parce que nous avons la Constitution sous les yeux et nous tenons à nous référer à un certain nombre de dispositions de la Constitution, notamment les articles 9 et les articles 11. L'article 9 dit ceci: la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. En quittant la Centrafrique pour le Congo-Brazzaville dans le cadre de la campagne électorale, j'ai été arrêté à la frontière des deux pays. J'avais du matériel électoral et le commandant Bob Guy Ernest a dit que je préparais un putsch avec le général Mokoko et que nous avions une cargaison d'armes, ce qui était faux. Dans le véhicule, il n'y avait que les t-shirts, les photos grand format et les prospectus. Les traitements affligés à moi et aux 3 Centrafricains qui m'accompagnaient étaient les suivants. On nous mettait nus, menottés, on nous injectait, je ne sais pas quel produit, mais ils ont levé la seringue, donc par voie anale. On nous battait, on nous mettait dans une espèce de geôle. Il y a une promiscuité d'environ 9 mètres carrés et nous étions plus de 23 à l'intérieur. Et je l'ai su quand on faisait l'appel tous les matins, donc chacun devait compter un numéro. Donc moi c'est le numéro 1, d'autres le numéro 5 et puis ça s'arrêtait au numéro 23. Et puis on avait des yeux bandés parfois et on nous piétinait, on nous appelait des moutons. Une humiliation totale. Dans la nuit du 3 au 4 avril, il y a eu des bombardements, des tirs à l'arme lourde dans les quartiers sud de Brazzaville. Puis ça a continué dans la partie sud du pays. Et profitant de ces tirs, j'ai pu quand même m'échapper pour me retrouver dans un quartier proche de l'aéroport, le quartier d'Iata. Et de là-bas, j'ai pris mon billet pour rentrer en France. Il y a beaucoup de membres de l'opposition qui sont arrêtés, notamment Jacques Bananganzala, Jean Gouabi, Pika, le colonel Marcel Pika, et puis plein d'autres, et jeunes qui soutenaient le général Mokoko, des anonymes. On les a mis dans des prisons. Certains se trouvent à la direction générale de la surveillance du territoire, d'autres ont été même déférés à la maison d'arrêt de Brazzaville. Certains d'autres encore se trouvent dans les commissariats de police et on ne nous mettait pas ensemble. Et ils subissent même des pires exactions que certains gens n'auraient peut-être pas pu imaginer. Moi-même, je crains pour ma famille qui est menacée. Par 2 fois, mon frère a été interpellé, mes 2 sœurs, et puis ils ont été relaxés. Jusque-là, je n'ai pas de leurs nouvelles. Mais je sais que les gens sont obligés de vivre dans la clandestinité à Brazzaville et craignant que le gouvernement de Brazzaville puisse leur faire du mal. Les droits de la victime sont également garantis. Quant à l'article 11, notamment, nous allons nous pencher au premier alinéa, qui dit clairement que toute personne arrêtée et informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Donc, quand nous nous basons sur ça, mais s'agissant d'un avocat, nous avons suivi les interventions faites par les avocats tant de Brazzaville que de Pointe-Noire, où ils ont relevé clairement que, sauf crime ou flagrant délit, l'arrestation d'un avocat ne peut être faite qu'en présence du barreau, notamment du bâtonnier et du procureur général près la cour d'appel. Je joins ma voix
à toutes les voix individuelles et collectives qui se sont exprimées au Congo comme à l'étranger pour demander la libération immédiate et sans condition de Maître Ben Kaben Masuka. Un avocat, Maître Ben Kaben Masuka, a été arrêté. Il est arbitrairement détenu dans les services de l'État. C'est une affaire grave. Cette gravité n'est pas due à la personne civile de l'avocat, mais à son statut. Il faut rappeler que de l'ensemble des professions libérales qui existent au Congo, seule la profession d'avocat bénéficie des garanties procédurales exorbitantes de droit commun. C'est-à-dire qu'en temps ordinaire, on ne peut procéder à l'arrestation d'un avocat que suivant une procédure spéciale et en présence à la fois du procureur général et du bâtonnier de l'ordre des avocats, du bâtonnier du barreau. Cette garantie, ce privilège, n'est pas un cadeau fait aux avocats, mais c'est la manifestation de la reconnaissance du rôle primordial de l'avocat dans le primat du droit dans la société. Il importe de rappeler que l'avocat est celui qui porte la voix de la personne qui risque d'être condamnée ou de celle qui risque de perdre son patrimoine. L'avocat participe à travers le débat contradictoire formalisé à la production de la vérité et à la distribution de la justice. C'est en raison de ce rôle qu'on lui reconnaît, d'une part, la liberté de la conception stratégique de la bataille judiciaire qu'il aura à mener, et d'autre part, l'indépendance dans le choix des moyens qu'il aura à utiliser. C'est dans ce contexte qu'il est important de rappeler aussi que l'avocat en droit congolais est un auxiliaire de justice, non pas un auxiliaire du magistrat, mais un auxiliaire de justice, donc de la valeur fondamentale que représente la justice. Ce qui fait qu'il n'y a pas de justice sans avocat, parce que l'avocat est la béquille de la justice selon l'expression légale, auxiliaire de justice. Au-delà, l'avocat est une personne humaine, c'est un homme, et bénéficie comme tous les hommes des droits fondamentaux de la personne humaine. Or, notre société est allée trop loin dans la violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un sujet indisponible parce que les droits de l'homme sont inaliénables et imprescriptibles. Ce n'est donc pas un sujet de négociation. Les droits de l'homme, ça se respecte, un point, c'est tout. Lorsque vous êtes avocat, donc vous bénéficiez des droits de l'homme et que vous bénéficiez de surcroît des garanties procédurales exorbitantes de droit commun, l'État ne peut pas procéder tel qu'il a agi concernant Maître Ben Kaben Masuka. C'est pour cette raison, puisqu'il est nécessaire que l'État puisse faire une marche en arrière sur cette voie de respect des droits de l'homme, pour ne pas dire de violation des droits de l'homme, il est nécessaire que l'État recule, que nous puissions dans cette société vivre pour tous les hommes sous la primauté du droit, et pour les avocats en particulier, lorsque des actions doivent être menées à leur encontre, que l'État se fasse la violence de respecter les procédures. Bien entendu, les avocats ne sont pas au-dessus de la loi,
mais ils ne sont pas en dessous de la loi non plus. Il importe donc de respecter le cadre légal. Pour cela, je joins ma voix à toutes les voix individuelles et collectives qui se sont exprimées au Congo comme à l'étranger pour demander la libération immédiate et sans condition de Maître Ben Kaben Masuka. Bon, mais jusqu'à aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, tout ça n'a pas été informé, puisque ni sa famille, ni au niveau du barreau, on a des informations sur cette situation. Et elle est effectivement préoccupante. Alors nous venons pour dire qu'en ce qui nous concerne, nous dénonçons une fois de plus cet enlèvement et cette arrestation arbitraire. Nous demandons, nous exigeons la libération immédiate de Maître Bob Kaben Masuka. Et nous osons espérer que les gouvernants doivent prendre les dispositions pour la garantie des libertés fondamentales. Et c'est extrêmement important, surtout lorsqu'on dit à ce que notre pays puisse avoir une certaine crédibilité extérieure. Ça, c'est pour la deuxième information. La troisième information, nous allons essayer de revenir sur un aspect que nous avons abordé la dernière fois, c'est-à-dire rappeler la déclaration préoccupante qui a été faite à Pointe-Noire devant les douaniers par les ministres des Finances et du Budget et du portefeuille de l'État, lorsqu'il a dit que, bon, il constatait pour lui, les pays étaient véritablement dans la crise, mais nous connaissons ça depuis 10 ans. Les propositions ont été faites aux gouvernants, soit pour tenir les États généraux, soit pour tenir un dialogue national inclus. Mais les gouvernants ont toujours refusé. Mais enfin, lui, il fait le constat maintenant, mais il y a 10 ans que nous faisons le constat. Et nous tenons à rappeler que 2 ans après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés qui nous avait permis la réduction très significative de notre dette, évidemment, plusieurs acteurs congolais ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour porter à sa connaissance à l'époque que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et qu'on souhaitait qu'il y ait la convocation des États généraux de la nation. Ça a été un refus total avec le fait qu'à l'époque, on évoquait l'aspect que le Congo avait beaucoup d'argent, etc. Mais dans la déclaration du ministre des Finances, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a déclaré que payer les salaires, c'est une véritable acrobatie, c'est un casse-tête, et que financer l'avenir, le développement du pays, financer l'avenir des enfants devenait également un casse-tête. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête qui ne peut se résoudre que par une prise de conscience. Et ce n'est pas normal que le point d'entrée principal soit le point de souci principal. Je devrais avoir des problèmes sur les coins, les endroits les plus reculés, les plus difficiles d'accès, mais pas ici. Pas ici. Alors je comprends qu'on puisse avoir des difficultés, vu le volume, vu ce qui est brassé, etc. Donc moi, ce que je viens vous dire, c'est qu'il faut que collectivement on arrive à changer les choses. La réputation de la douane ne peut pas être celle-là. Je ne veux plus entendre toutes ces plaintes. Mobilisons-nous. Oui, les usagers peuvent exagérer dans leurs propos, mais il n'y a pas que de l'exagération. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Mobilisons-nous. C'est le message que je voulais vous faire passer. Je reviendrai dans quelques mois et ensemble, on verra comment on aura cheminé. Chacun de nous, là où il est responsable, mais il n'est pas responsable que de lui. Nous sommes responsables les uns des autres. Nos actions impactent le collectif que nous sommes.
Monsieur le directeur général, un chef, c'est fait pour chefer, diriger, sanctionner, donner l'exemple. Prenez vos responsabilités. Je ne veux plus entendre parler du département de Pointe-Noire, du département du Kwilu, dans les termes actuels. Donc c'est extrêmement préoccupant. Mais nous le rappelons, parce que dans le même temps, nous avons la situation de la lutte contre la corruption, nous avons de nombreux scandales économiques et financiers, et en même temps qu'on découvre ou qu'on révèle cette situation, et on est silencieux sur ces aspects. Bon, ceux qui se sont enrichis peuvent certainement continuer à s'enrichir pour enfoncer ceux qui sont déjà condamnés dans la misère et dans la souffrance. La corruption endémique en Afrique, une entrave au développement. Voici la liste des 20 pays les plus corrompus en Afrique en 2025. La corruption reste l'un des plus grands obstacles au développement économique et social en Afrique. Elle engendre un climat d'insécurité, mine la confiance des citoyens envers leur gouvernement et favorise l'injustice sociale. Dans le rapport annuel de Transparency International, l'indice de perception de la corruption, IPC, classe les pays selon leur niveau de corruption perçu dans le secteur public. En 2023, plusieurs pays africains figurent parmi les plus corrompus du monde, ce qui montre l'ampleur du phénomène et la nécessité d'y remédier pour favoriser la stabilité et la croissance. La corruption est un problème persistant dans plusieurs pays africains, et elle est souvent évaluée par des indices comme l'indice de perception de la corruption de Transparency International, qui classe les pays en fonction de la perception de la corruption dans le secteur public. Voici une description des 20 pays les plus corrompus en Afrique, avec les causes principales et des détails pour chaque pays. 1. Somalie. Cause: conflit prolongé, faible gouvernance, groupe terroriste, faiblesse des institutions étatiques. Détail: la Somalie souffre d'une insécurité politique et militaire, et les institutions gouvernementales sont souvent manipulées par des intérêts privés. 2. Soudan du Sud. Cause: guerre civile, économie de rente, corruption des élites. Détail: les ressources pétrolières sont souvent exploitées par des élites au détriment du peuple, et la guerre civile a dévasté les institutions. 3. Soudan. Cause: instabilité politique, coups d'État répétés, monopole des ressources par l'élite militaire. Détail: les militaires contrôlent de larges secteurs de l'économie, et le manque de démocratie favorise la corruption. 4. Libye. Cause: conflit post-Kadhafi, faiblesse des institutions, fragmentation politique. Détail: la corruption est exacerbée par la concurrence entre milices et par la faiblesse de l'État central. 5. Guinée équatoriale. Cause: économie dépendante du pétrole, concentration du pouvoir entre les mains de la famille présidentielle. Détail: la richesse nationale est souvent contrôlée par la famille du président Teodoro Obiang, avec peu de bénéfices pour la population. 6. République centrafricaine. Cause: conflits ethniques, influence de groupes armés, faible gouvernance. Détail: les ressources minières sont contrôlées par des groupes armés et la corruption est endémique dans l'administration publique. 7. Tchad. Cause: domination par des élites militaires, pauvreté, faible gouvernance. Détail: le pays est marqué par une concentration de pouvoir militaire et les institutions civiles sont sous-développées. 8. Congo-Brazzaville, République du Congo. Cause: rente pétrolière, concentration du pouvoir, mauvaise gestion des fonds publics. Détail: le gouvernement est accusé de siphonner les revenus pétroliers pour financer les élites politiques. 9. Zimbabwe. Cause: crise économique, sanctions internationales, mauvaise gouvernance. Détail: la corruption est fréquente dans les secteurs des ressources et des terres, exacerbée par les défis économiques. Raute 10. Burundi. Cause: instabilité politique, économie fragile, domination des élites. Détail: les ressources sont accaparées par l'élite et l'absence d'une justice indépendante favorise l'impunité. Raute 11. Érythrée. Cause: régime autoritaire, manque de transparence, militarisation. Détail: la corruption est encouragée par un manque de liberté civile et une économie largement contrôlée par l'État. Raute 12. Angola. Cause: rente pétrolière, clientélisme, monopole des ressources. Détail: le pays a une riche ressource pétrolière, mais cette richesse est souvent détournée par les élites, principalement liée à l'ancien président Dos Santos. 13. Nigeria. Cause: rente pétrolière, insécurité, corruption institutionnalisée. Détail:
Le secteur pétrolier est une grande source de corruption et la présence de groupes comme Boko Haram aggrave l'instabilité. Number 14. Cameroun. Cause: centralisation du pouvoir, détournement des ressources, faible transparence. Détail: le président Paul Biya est souvent accusé de diriger un gouvernement corrompu avec une forte concentration de pouvoir. Number 15. Ouganda. Cause: manque de contre-pouvoir, mauvaise gouvernance, conflits internes. Détail: le gouvernement de Yoweri Museveni est critiqué pour une corruption généralisée et le manque de transparence dans les finances publiques. Number 16. Mozambique. Moins astérisque cause: scandale de dette, mauvaise gestion des ressources, pauvreté. Détail: des scandales de dette illégale ont récemment secoué le pays, montrant l'ampleur de la corruption gouvernementale. 17. Guinée-Bissau. Cause: trafic de drogue, faiblesse de l'État, instabilité politique. Détail: le pays est souvent un point de transit pour le trafic de drogue, ce qui alimente la corruption au sein des autorités. Raute 18 Mali. Cause: insécurité due aux groupes armés, faiblesse des institutions, mauvaise gestion des ressources. Détail: la lutte contre le terrorisme détourne une grande partie des ressources, laissant les secteurs civils sous-financés. Raute 19 Mauritanie. Cause: contrôle des ressources par les élites, faible transparence. Détail: la corruption dans les secteurs miniers et de la pêche est courante, et les élites dominent l'économie. Number 20. Liberia. Cause: faiblesse des institutions, instabilité post-conflit. Détail: le pays est encore en reconstruction après des guerres civiles, et la corruption reste répandue dans le secteur public. Ces pays partagent souvent des causes similaires de corruption, comme la centralisation du pouvoir, une faible gouvernance, et la présence d'une économie de rente basée sur les ressources naturelles, ce qui favorise le détournement des richesses au profit de quelques-uns. Les conséquences incluent un ralentissement du développement économique, une pauvreté persistante et une instabilité sociale qui empêchent la création de conditions de vie meilleures pour la majorité de la population. 10 facteurs principaux de la corruption en Afrique. 1. Faiblesse des institutions publiques. Beaucoup de pays africains souffrent d'une faiblesse institutionnelle généralisée, avec des organes de contrôle de la corruption souvent insuffisants ou inexistants. Les institutions de régulation, de contrôle et de justice n'ont souvent pas l'indépendance ni les ressources nécessaires pour fonctionner efficacement, ce qui laisse le champ libre aux pratiques corruptives. 2. Absence de transparence et de redevabilité. Dans plusieurs pays, le manque de transparence dans les affaires publiques et l'absence de mécanismes de redevabilité compliquent la lutte contre la corruption. Les fonds publics sont détournés sans qu'il y ait de poursuites judiciaires, et les transactions manquent de transparence, ce qui réduit la possibilité de contrôler et de sanctionner les abus. 3. Pauvreté et inégalité sociale. Dans des sociétés où la pauvreté est endémique, la corruption devient parfois un moyen de survie. L'appât des gains illicites peut attirer les fonctionnaires peu rémunérés ou les responsables publics qui voient dans la corruption un moyen d'améliorer leurs conditions de vie. 4. Accès limité aux services publics. La rareté et la mauvaise qualité des services publics, tels que l'éducation, la santé et les infrastructures de base, poussent souvent les citoyens à recourir à la corruption pour obtenir les services dont ils ont besoin. Dans certains cas, les fonctionnaires exigent des pots de vin pour des services gratuits ou accessibles, ce qui limite l'accès pour les plus pauvres. 5. Conflits et instabilité politique. Les conflits armés et les périodes d'instabilité politique exacerbent la corruption en créant un vide de gouvernance où la loi n'est pas respectée. Les ressources naturelles sont parfois exploitées illégalement par des groupes armés ou des élites locales, privant l'État de revenus qui pourraient servir au développement du pays. Conséquences de la corruption en Afrique. 1. Pertes économiques. La corruption détourne des fonds qui pourraient être investis dans des infrastructures vitales, comme les routes, les écoles et les hôpitaux. Elle compromet aussi les investissements étrangers, les entreprises évitant les pays avec un haut niveau de corruption. 2. Instabilité politique. Les populations, frustrées par la corruption, perdent souvent confiance dans leurs dirigeants, ce qui peut déboucher sur des manifestations, voire des soulèvements. Cette méfiance envers le gouvernement peut aussi réduire l'engagement citoyen et nuire à la démocratie. 3. Inégalité sociale. La corruption accentue les inégalités en favorisant une élite riche au détriment des citoyens les plus vulnérables. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer des pots de vin n'ont pas accès aux services publics essentiels, ce qui creuse le fossé entre riches et pauvres. 4. Perte de compétitivité. Les entreprises locales, souvent obligées de verser des pots de vin pour opérer, se retrouvent moins compétitives par rapport aux entreprises étrangères. Cela freine le développement d'une économie nationale saine et diversifiée. La thématique d'aujourd'hui va se pencher sur
les manigances du pouvoir dans la gouvernance électorale. Vous savez que nous sommes à moins de 8 mois de l'élection présidentielle. Vous savez également qu'au plan de la gouvernance électorale, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont toujours pas réglés. Et nous sommes loin de remplir les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. C'est ce moment qu'ils ont choisi. C'est ce moment qu'ils ont choisi pour mettre hors d'état de nuire, pour essayer d'exclure du jeu politique, de l'animation politique à un certain nombre d'acteurs politiques. C'est pour ça que nous avons retenu ce sujet. Mais dans le cadre de ce sujet, au premier point, nous abordons un peu la lettre ouverte que nous avons adressée à la fois au vénérable président du Sénat et à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour porter à leur connaissance la situation du non-respect de façon générale dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Mais ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Et nous ne pouvons pas, à notre avis, continuer. La lettre ouverte, en fait, avait pour objectif de sensibiliser les représentants du peuple, que sont les sénateurs et les députés, pour qu'ils accordent une attention toute particulière à ce problème. Mais à ce propos, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que la lettre ouverte, elle est de près de 10 pages, à laquelle on a annexé un dossier, des documents pour une meilleure compréhension, avec près de 40 pages, et je pense que les gens devraient édifier. Après l'avoir adressé à ces hautes autorités, nous l'avons mise sur les réseaux sociaux pour que les Congolais, pour que les téléspectateurs puissent s'en être informés et qu'ils puissent avancer. Nous osons espérer qu'ils comprendront que le silence n'est pas la réponse appropriée à ce genre de grands problèmes et il faut que nous allions de l'avant. D'ailleurs, si les choses fonctionnaient autrement, avec ce qui est prévu au niveau de la Constitution comme Conseil national de dialogue, ça aurait pu permettre des débats à ces niveaux. Mais enfin, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point que nous allons aborder, c'est justement le problème de l'administration du territoire avec cet arrêté numéro 1726/MID/CAB du 30 juin 2025. En fait, nous avons compris à travers la prise et la publication de cet arrêté une volonté manifeste du pouvoir de vouloir exclure un certain nombre d'acteurs politiques. Et nous avons des témoignages que nous avons vécus. En ce qui me concerne personnellement, j'ai déjà parlé de l'expérience que j'ai connue lorsque nous avons manifesté le désir d'aller à tenir une assemblée à Madibou. Nous avons eu beaucoup de tracasseries. Nous avons cru bon d'en informer l'administration, mais finalement, nous n'avons pas été capables. Et nous avons compris ce qui se faisait. Le deuxième aspect que nous allons aborder sous cet angle, c'est les tracasseries que nos jeunes ont connues, notamment dans l'arrondissement Bakongo. Et ailleurs aussi, ils connaissent ce genre de tracasseries parce qu'ils en avaient informé la commune pour dire qu'ils allaient tenir une réunion au niveau de la jeunesse et du parti. Et quand ils sont partis vérifier, bon, on leur a signifié que le parti n'était pas sur la liste et qu'ils ne pouvaient pas être autorisés. Malgré tout, ils ont tenu la réunion. Ça n'a posé aucun problème, il n'y a pas eu de perturbation. Mais à l'issue de cette réunion, ils ont été menacés, ils ont été conduits au commissariat, les policiers en civil venaient les déranger là où ils habitaient, et actuellement ils sont menacés par des logeurs qui les considèrent, parce qu'ils sont dans les partis de l'opposition, comme des bandits. Alors, ce n'est pas du tout sérieux. Donc je crois que cette vision était bien pensée et que les chefs de quartier, les chefs de bloc, les maires, etc., en sont bien informés. En fait, l'attitude qui a été prise, c'est de ne pas permettre aux voix dissidentes de s'exprimer. Et c'est véritablement regrettable et déplorable parce qu'on ne veut pas des voix dissidentes. On veut en fait se retrouver comme dans une espèce de parti unique, etc. Ce n'est véritablement pas une bonne chose. Alors, c'est pour ça que nous allons parler dans ce deuxième aspect de la communication, parce que nous avons été, il faut le reconnaître, agréablement surpris, mais nous l'avons découvert dans les réseaux sociaux. L'invitation du préfet, directeur général de l'administration du territoire,
qui a invité les partis soi-disant non conformes à une rencontre qui, semble-t-il, est qualifiée pratiquement d'une démarche pour le renforcement du dialogue, etc. Mais nous y avons répondu et nous y sommes allés et nous avons suivi la communication. Malheureusement, comme vous allez voir dans les détails que nous allons donner, nous n'avons pas été très, très satisfaits des débats. Parce que si c'est une forme de communication, je crois que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, le premier commentaire que nous faisons, c'est par rapport à cette invitation. C'est dommage, et nous l'avons signalé au préfet directeur général de l'administration du territoire, que nous soyons convoqués à travers les réseaux sociaux, alors que nous sommes censés avoir un siège à Brazzaville au moins, et que ça ne devrait pas poser de problème. Mais malgré ça, nous avons répondu favorablement et nous avons tenu à faire un certain nombre de commentaires déjà sur le mode de l'invitation. Le premier commentaire que nous avons fait, c'est que nous avons déploré qu'il ne se tienne pas de Conseil national de dialogue dans ce pays. Et il semble qu'on a choisi la voie pratiquement des concertations. Mais nous avons tenu à signaler à l'administration que les concertations qui ont eu lieu de 2009 pratiquement à 2020 n'ont aucune base juridique et qu'on ne peut pas continuer, surtout au moment où on va vers l'élection, à avoir ce genre de procédé et à faire en sorte que nous allions de l'avant. Il faut que ça soit véritablement rectifié. Et nous avons tenu à rappeler que les articles 227 et 228 de la Constitution instituent un Conseil national de dialogue, organe de concertation, d'apaisement, de recherche, de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes politiques d'intérêt national. Et je pense que la gouvernance électorale est un véritable problème au centre duquel on devait avoir des débats. Mais le constat que nous faisons, nous avons une pensée particulière pour le ministre d'État Martin Berry qui nous a quittés. Mais ce que nous avons constaté, c'est que depuis 2015, nous sommes en 2025, donc en 10 ans, le Conseil national du dialogue n'a jamais été formellement mis en place. D'où est le problème? Comment ne respecte-t-on pas les textes à ce niveau? Et à notre avis, c'est extrêmement grave. C'est des aspects à déplorer. Et à notre avis, il faudrait que les choses changent et qu'on puisse aller. Maintenant, s'agissant de la communication, nous avons retenu beaucoup de choses. C'est vrai, s'agissant des concertations qui ont eu lieu, que le directeur général a tenu à préciser que les décisions, les recommandations ont été prises de façon consensuelle et que ça n'a pas, ça ne devait pas poser de problème, etc. Mais malheureusement, nous tenons à relever que les concertations nationales qui ont eu lieu n'ont en rien fait à évoluer positivement la gouvernance électorale. Et que la gouvernance électorale reste minée par de nombreux problèmes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, d'après le directeur général, il a rappelé que le ministre aurait fait un communiqué au mois de mars pour appeler les partis politiques à se mettre à jour, à se mettre en forme, et qu'on ne devait pas être surpris par ce qui a été fait. Bon, nous ne disons pas autre chose, mais nous disons que les partis politiques ont rencontré également beaucoup de difficultés. En ce qui nous concerne, nous avions toujours pensé, à partir du moment où nous avions déjà récépissé, qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes. Mais nous y reviendrons, etc. Mais le directeur général de l'administration du territoire a dit un certain nombre de choses. L'une des choses importantes qu'il a dites, et qui touche l'administration, mais c'est que les textes d'application de la loi relative aux partis n'ont jamais été pris. Il n'y a pas de texte d'application, de sorte que quand nous relisons cette loi, nous ne savons pas à partir de quoi le ministre de l'Intérieur publie, quand il le veut, soi-disant des listes des partis conformes pour l'année. Parce que quand se dit partis conformes pour l'année 2025, ça veut dire que ça part du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Mais la liste ne devrait pas être publiée au 30 juin, c'est à mi-parcours. Et j'ai été surpris que dans son langage, le préfet directeur Jacques Lamy
l'administration du territoire, essayer de faire comprendre que c'est celle qui avait été, c'est l'arrêté qui avait été pris en 2020 qui était encore valable. Non, l'arrêté qui a été pris en 2020, c'est-à-dire l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, c'était pour l'année 2020. Donc, passé décembre, ce n'est plus valable. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont comme dans le flou, qu'il faut remettre en ordre. Mais l'autre chose importante que le directeur général de l'administration du territoire, aucun parti n'a été sanctionné. Aucun parti n'a reçu d'avertissement. Aucun parti n'a reçu de blâme. Aucun parti n'a été suspendu. Aucun parti n'a été dissous. Mais d'où vient alors cette nuance? Et on nous dit que ce qu'on nous demande, c'est de nous conformer à la loi. Mais entre-temps, les préfets, les maires, etc., quand vous vous y rendez, on vous dit que vous n'êtes pas sur la liste. Mais il y a une cacophonie. C'est pratiquement un complot qui est monté contre certains partis. Et il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'on ne veut qu'une chose, et nous allons y revenir. Parce que le Parti congolais du travail qui occupe tous les territoires nationaux, nous n'avons cessé de faire la démonstration qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Mais régulièrement, il revient dans tous les documents qui sont publiés, etc. J'ai même suivi, je crois, le responsable du Parti congolais du travail au niveau de la France déclaré que le Parti congolais du travail était conforme à la loi. Non, après les analyses que nous faisons, et nous avons régulièrement fait la démonstration, ce parti n'est pas en conformité avec la loi. Maintenant, d'autres choses qui ont été dites, bon, on nous a dit que les partis concernés peuvent se réunir et fonctionner de fait et de droit. Bon, que les portes ne sont pas fermées et que les partis peuvent compléter leur dossier à l'administration du territoire. On nous a dit qu'on pouvait commencer à partir de cette semaine, etc. Et c'est pour ça que nous nous sommes levés pour expliquer un certain nombre de choses au préfet. En fait, la plupart des interventions, parce que je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, la plupart des interventions fait ressortir, mais qu'il s'agissait d'une tricherie intellectuelle. En réalité, dire qu'on n'est pas sanctionné, c'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots. Et je crois qu'on a tenu à le signifier clairement. On a tenu également à signifier clairement au préfet directeur général de l'administration du territoire, mais que l'administration publique congolaise n'était pas neutre, qu'elle était partisane et qu'elle avait logiquement déjà choisi son camp. Et ça se comprend, parce que lorsqu'on regarde les préfets qui sont nommés, j'ai déjà fait le commentaire sur les derniers préfets qui ont été nommés, mais c'est pour la plupart des membres du comité central du Parti congolais du travail. Non seulement c'est des membres du Parti congolais du travail, mais c'est des membres du Parti congolais du travail qui ont fait partie des 2588 congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence.
De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement, avec 95 députés et 51 sénateurs. Le Parti congolais du travail. Donc, vous voyez bien, et s'ils sont placés là, c'est bien pour agir dans le cadre de la conservation du pouvoir. Et toute la machine est mise en œuvre, en fait, pour la conservation du pouvoir. On ne veut pas que les partis se réunissent, on ne veut pas que nous tenions des assemblées, on ne veut pas qu'on ait des réunions, on ne veut pas nos militants soient menacés, soient intimidés par qui? Par la force publique qui est censée être apolitique. Il y a véritablement problème. Il y a véritablement problème. Que veut-on réellement? Évidemment, la question est connue. En 2014, on a envoyé un émissaire chez Jean-Louis Debré, qui était président du Conseil constitutionnel de la France à l'époque, pour lui demander comment on pouvait procéder pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Mais maintenant, le fait qu'il est à la tête du parti, il se bat à travers l'organisation, le dispositif qui est mis en place pour conserver le pouvoir et faire en sorte que les voix dissidentes ne puissent pas s'exprimer. Donc, on a demandé au directeur général de l'administration du territoire, mais de prendre ou de faire prendre une circulaire qui va permettre à nos partis de fonctionner, de tenir des réunions, de tenir des meetings et de... Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on a eu ces débats et beaucoup de choses ont été dites et je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre. Bon, le directeur général a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour qu'un certain nombre de choses soient rattrapées. Il a pris acte de ce que nous lui avons dit, que l'administration du territoire n'était pas neutre, qu'elle était partisane et qu'il a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que de part et d'autre, nous travaillons pour que nous allions de l'avant. Maintenant, le point qui vient après, et c'est sur ce point que je tiens à insister, c'est la position que nous avons prise et que nous avons tenu à faire savoir au pouvoir sur cette question. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons tenu à préciser un certain nombre de choses. Je vous ai déjà parlé de cette situation du dialogue national qui aurait dû avoir lieu dans le cadre du Conseil national de dialogue. Et nous déplorons parce qu'aujourd'hui, j'entends parler du dialogue. Je ne sais pas sous quelle forme il se fera, mais en principe, le Conseil national de dialogue doit être mis en forme. On ne doit plus recourir aux concertations nationales parce qu'elles n'ont pas de base juridique. Et il faut qu'on essaye d'avancer pour que tout se fasse conformément à la loi. Si on tient à ce que l'élection de 2026 ne soit pas une élection hors la loi. Maintenant, quand on continue, nous avons tenu également à préciser le contexte dans lequel tout ça se passe. Et nous avons rappelé la déclaration du président de la République en mars 2024 au Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il a dit « le ver est dans le fruit ». Il est véritablement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et nous avons précisé de façon solennelle que le ministère de l'Intérieur n'échappe pas à ce constat et qu'il y a véritablement le ver dans le fruit au ministère de l'Intérieur et qu'il faut détruire ce ver. Sinon, comment on va avancer? Nous avons également tenu à affirmer et à relever qu'il y avait un malaise général et que l'une des dernières déclarations du ministre des Finances et du Budget du portefeuille public à Pointe-Noire devant les douaniers traduisait bien ce malaise. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, pour nous, c'est peu une découverte, mais le ministre des Finances a dit aux travailleurs de la douane à Pointe-Noire que le Congo est véritablement en situation réelle de crise. Et il a dit, payer les salaires chaque mois, il faut faire de l'acrobatie. Il faut faire de l'acrobatie. C'est un véritable casse-tête. Mais encore, il a ajouté, financer le développement, financer l'avenir de nos enfants, c'est un véritable casse-tête. Mais on s'est dit alors, pourquoi on va s'adresser à Pointe-Noire au niveau des douaniers? Mais il s'agit d'un problème d'intérêt général.
Et à notre avis, nous sommes surpris. Parce que depuis longtemps, il devait avoir un conseil des ministres en urgence pour évoquer cette question. En fait, nous avons perçu ça comme une préparation aux Congolais pour qu'ils s'attendent à ce que les salaires, les fonctionnaires, les gens touchaient régulièrement leur salaire. Mais on les prévient pour dire que bientôt, peut-être que vous ne toucherez pas régulièrement votre salaire. Mais est-ce qu'on devrait agir comme ça lorsqu'on sait qu'il y a de nombreux scandales économiques et financiers qui ont contribué à ce que de l'argent soit dilapidé du trésor public? Je ne reviens pas là-dessus. Mais maintenant, si les Congolais veulent qu'on les cite, il y a la situation des 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les généraux futurs dont on parle, aujourd'hui, vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau Jusqu'à présent, depuis 2006, aucun audit n'a été fait comme cela avait été prévu. Et quand la société civile a déposé plainte, ça n'avance pas du tout. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je prends un autre cas. C'est le différentiel de 6 milliards concernant les bourses, puisque c'est le président lui-même qui a annoncé en novembre 2024 que pour payer les bourses, il fallait 3 milliards. Mais les services exigeaient 9 milliards. Et le différentiel de 6 milliards s'est dissipé chaque année sans jamais laisser de traces. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en crise et rester silencieux et muet devant ce genre de problème? On peut parler du FIGA, on peut parler des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture, etc. Donc, il y a autant de dossiers. Alors, c'est bien que le ministre des Finances vienne sensibiliser les douaniers et certainement les gens des impôts, tout ça, pour qu'il y ait une meilleure prise de conscience. Mais la plus grande prise de conscience doit être faite au niveau des gouvernants, parce que ce sont eux qui ont choisi de protéger les responsables des scandales, des crimes économiques et financiers, c'est-à-dire de plonger les Congolais dans la misère, etc. Et quand nous revenons au débat s'agissant des partis, nous avons tenu à relever qu'en 2018, le ministère de l'Intérieur avait publié une liste de 55 partis, soi-disant conformes à l'heure. Et nous avons fait une enquête sur le terrain. Et quand nous avons fait une enquête sur le terrain, qu'est-ce que nous avons découvert? Il y avait 27 partis déclarés ou reconnus conformes par les gouvernants, mais qui n'avaient aucun siège en dehors de Brazzaville. On n'avait pas fait l'enquête à Brazzaville, on avait fait l'enquête hors Brazzaville. Il y avait 27 partis. Et lorsqu'on regardait les 28 autres qui restaient, mais les 28 autres avaient un siège dans un département. Sinon, dans le reste des départements, la plupart des partis n'avaient pas de siège. Donc, vous voyez bien que l'on se rend compte de ce sur quoi nous insistons, le manque de neutralité, le côté partisan de l'administration publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de partis qui ont été déclarés conformes alors qu'ils ne le sont pas. Et quand on regarde la procédure utilisée par le ministère de l'Intérieur, il y a 2 articles fondamentaux qui sont importants dans ce cadre. Le premier article, c'est l'article 11, qui semble-t-il indique qu'il faut que les partis aient un siège et des militants dans chaque département. Le deuxième aspect, c'est l'article 26 qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Donc, dans le cas d'espèce, ils ne s'étaient pas conformés à la Constitution et c'est véritablement dommage. Et c'est là où nous venons, nous chutons sur une information qui est capitale. C'est l'information que nous avons relevée à travers le congrès que le PCT a tenu
en décembre 2019. Que disait cette information? Elle disait que les 2590 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais, du comité central du Parti congolais du travail. En fait, président du Parti congolais du travail. Ça veut dire quoi? Mais c'est en violation flagrante de la linéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui stipule clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Et quand vous prenez le dossier que nous avons envoyé dans la lettre ouverte, nous avons apporté les preuves de ce que, effectivement, le président Denis Sassou Nguesso est président du Parti congolais et du travail en violation flagrante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PCT a violé la loi. Mais ce n'est pas le seul cas, on peut citer, mais nous allons nous limiter là. Mais quand on prend la même loi que le ministre Mbulu veut appliquer au parti, la loi 20-2017 du 12 mai 2017, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons un article, c'est l'article 31, qui dit clairement, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique, ou en cas de trouble public, le parti concerné est suspendu par le ministre de l'administration du territoire qui procède à la fermeture de ses locaux. Donc, ce parti doit être sanctionné. Et la question qu'on se pose, pourquoi le ministre Mbulu ne suspend pas le Parti congolais du travail? Pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné? Est-ce parce que le ministre Mbulu en est membre du bureau politique ou est-ce parce que le président Sassou en est le président? Non. Non. Et nous concluons rapidement parce que nous avons déjà eu des occasions où nous avons largement développé sur cette question. Où nous avons dit que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et au moment où on prend des dispositions, soi-disant pour publier une liste des partis conformes, tout comme en 2020, le Parti congolais du travail est placé en tête alors qu'il n'est pas conforme à la loi. Que veut-on? Créer des frustrations, créer des mécontentements? Que veut-on? A-t-on oublié les dispositions de l'article 15 de la Constitution qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État, que nul ne peut être avantagé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques. Pourquoi le Parti congolais du travail serait favorisé? Pourquoi ce parti qui se dit grand et glorieux serait hors la loi et qu'il serait irrespectueux des lois et règlements de la République? Bon, j'ai suivi que le président du RDD a soulevé un autre aspect de non-conformité du PCT à la loi. Vous voyez bien que si on se met à la recherche, on aura un certain nombre d'éléments qui nous permettront d'avancer. Et ça nous fait chuter sur quoi? Mais ça nous fait chuter sur le fait que le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante avec ce même article 80 de la Constitution. Que faisons-nous? Et nous avons souvent dit que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Je dis bien, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et c'est là qu'il y a la question fondamentale qui se pose. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. La question qui vient immédiatement après, que faisons-nous? Parce que ce constat nous amène à déduire que le débat ne se limite plus au niveau de la conformité des partis. Si le ministre Mbulu a demandé aux partis de se conformer à la loi, mais il faut qu'il demande au Parti congolais du travail et au président de la République de se conformer à la loi. Si le ministre Mbulu ne peut pas le faire, mais les institutions doivent le faire. Et parmi les institutions qui doivent le faire, il y a l'Assemblée, il y a le Sénat. On ne peut pas tolérer l'impunité à ce niveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le point qui vient après,
quand nous avons fait ce constat, c'est d'essayer de répondre à la question. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Et c'est ça le point fondamental. Et en ce moment-là, nous dépassons le débat qu'on a posé sur la conformité des partis. Et nous allons à la recherche de la réponse de la question qui est posée. Que faisons-nous? On aurait pu dire que la réponse est évidente et qu'elle est triviale. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons de cesse de dire que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est là que les militants de nos partis, les militants du Parti congolais du travailleur doivent comprendre que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas au-dessus des lois. Surtout qu'il a le devoir d'exemplarité. Pourquoi? Mais parce qu'il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et pour donner plus de force à ce que je dis, je fais un rappel sur ce que le président Sassou a déclaré lorsqu'il était à l'opposition, ce que je soutiens d'ailleurs, lorsqu'il était à l'opposition en 1992, et qui ne fait que traduire d'une autre manière ce qui a été dit, à savoir respecter et faire respecter la Constitution. Il avait dit ceci: jamais, jamais, je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Dans un premier temps, je veux saluer la population de Brazzaville qui a réussi ce grand rassemblement sous l'égide de l'Alliance URD pendant de longues années. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et il poursuit: jamais, jamais, je ne pourrais accepter que soient organisées des élections hors la loi. Mais pour que les élections hors la loi ne soient pas organisées, il faut justement que nous veillons à ce que nos lois, surtout la loi fondamentale, et c'est là que je me tourne vers le directeur général de l'administration du territoire, qui est venu comme reprocher au parti que le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué en mars et que nous n'avons pas suivi, on n'a pas voulu se conformer. Il y a des rapports qu'on doit faire parvenir, tout ce qui se passe, on doit faire. Encore de lui-même, il a relevé, et je m'excuse de revenir là-dessus, que le décret d'application de la loi n'a jamais été pris. Donc on est depuis 2017, c'est-à-dire depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur n'a pas été capable de prendre le décret d'application de la loi. Mais je me tourne vers le directeur général de l'administration du territoire et à travers lui, vers le ministre de l'Intérieur, pour dire que en 2020, un citoyen a introduit un recours, en fait une requête aux fins de recours en inconstitutionnalité de l'élection qui avait reconduit M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail lors du congrès, du 5e congrès ordinaire de décembre 2019. La Cour suprême a examiné cette requête
a examiné ce recours. Et la Cour suprême est arrivée à la conclusion, qu'elle était incompétente pour trancher de cette affaire. 2, étant incompétente, elle a choisi d'en informer par décision 005/DCC/SVA/20 du 31 juillet 2020. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le ministre chargé de la Justice, Monsieur le ministre chargé de l'Intérieur. Donc, depuis le 31 juillet 2020, toutes ces autorités sont informées de ce que le Parti congolais du travail, d'une part, et le Président de la République, d'autre part, ne sont pas en conformité avec la loi. C'est désormais une tradition pour la Cour suprême de faire sa rentrée judiciaire de l'année au cours d'une audience solennelle en présence du Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature. Moment de pédagogie sur la chose judiciaire. En effet, ce vendredi 28 février 2025 au Palais des Congrès, c'était donc la deuxième audience du genre après celle du 15 janvier 2024. Occasion pour la haute juridiction de faire l'état des lieux du système judiciaire congolais, de rappeler aux magistrats des parquets, des cours et tribunaux, ainsi qu'aux avocats de l'ordre national, aux notaires, huissiers, greffiers et officiers de police judiciaire, le rôle qu'est le leur dans un état de droit. En effet, dans sa supplique d'entame d'audience, le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, a donné l'intérêt de cette grand-messe du savoir et du devoir nécessaire à la paix sociale, à la stabilité institutionnelle et à une confiance rassurée aux investisseurs. La présence du président de la République à une audience de rentrée judiciaire est faite exprès pour rappeler aux juges leur devoir, et en particulier celui de faire que par la pertinence et l'adéquation de leurs décisions, la justice soit vecteur de paix, de tranquillité et de sécurité juridique, qu'elle rassure, convainque et protège. Posons-leur la question, qu'est-ce que ces autorités ont fait pour que les choses rentrent dans l'ordre et que tout soit mis en œuvre pour qu'on respecte la conformité à la loi? Je peux dire que rien. Donc, quand le directeur général de l'administration du territoire vient pour essayer de relever ça, mais on lui retourne et on lui dit que le constat qu'on fait, c'est qu'au niveau des gouvernants congolais, il n'y a pas, dans ce domaine, la notion de l'exemplarité et que la plupart des gouvernants sont en situation inconfortable vis-à-vis du respect de la loi. Là, je ne parle que de l'aspect qui a conduit, qui a permis la reconduction du président Denis Sassou Nguesso, mais je peux prendre un aspect qui met tout le monde par terre, que ce soit le Parti congolais du travail, que ce soit les ministres et autres. C'est quoi? Mais c'est l'obligation de déclaration de patrimoine. Parce que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun responsable administratif, aucun acteur politique n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et si on suit de près cet article, mais il y a beaucoup de partis qui ne sont pas conformes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on pose la question de savoir, que faisons-nous? La réponse est claire. Nous devons appliquer la loi. Nous devons l'appliquer d'autant plus qu'il y a deux déclarations fortes que j'ai retenues, moi, en suivant la séance de questions orales avec débat au gouvernement lors de la séance au Sénat le 20 juin 2025. J'ai suivi la déclaration d'abord du Premier ministre, qui avec force a déclaré « Force doit être donnée à la loi ». Et si je me reporte à ce qui est dit dans le projet de société Ensemble poursuivant la marche, ou bien dans le programme d'action gouvernementale d'Anatole Kone-Makosso, les choses sont claires. La restauration de l'autorité de l'État ne doit pas se négocier. Et les lois ne doivent pas être d'application à géométrie variable. Mais c'est dit, c'est écrit. Kone-Makosso insiste sur le fait que l'administration, c'est écrit. Mais là, c'est écrit. Et j'ajoute la déclaration
du vénérable président Pierre Mbolo, mais qui toujours le même jour a déclaré que pour le Parlement, la loi est prise pour être exécutée. Et il a ajouté que la loi doit être appliquée sans discrimination. Mais ça veut dire que les gouvernances actuelles, et moi je remercie le ministre Mbolo d'avoir soulevé ce problème, parce qu'au-delà, quand il a commencé à le soulever, on croyait que ça ne concernait, que ça ne touchait que la conformité des partis politiques à la loi. Mais en réalité, c'est un problème qui touche les gouvernants en général. Et vous voyez bien que la démonstration qu'on est en train de faire permet de voir que le Parti congolais du travail est impliqué, est touché là-dedans. Le président de la République est touché là-dedans. Et si on regarde, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, dans le que faire. Mais il faut que le ministre Mbolo de l'Intérieur, avec le président de la République et le Premier ministre, ils doivent avoir le courage de sanctionner le Parti congolais du travail. Je ne fais pas de langue de bois, assez souvent on dit que les opposants ne font pas de propositions. Voilà une qui doit être mise en application. La conséquence sera quoi? La conséquence sera que le Sénat tombe, l'Assemblée tombe, le débat sur la conformité des partis à la loi disparaît. Et on se retrouve dans quel schéma? On se retrouve dans un schéma où on est obligé de convoquer un dialogue qui va réunir tous les Congolais pour que nous analysions la situation du Congo et que nous voyons comment nous sommes repartis. Et peut-être que ça sera l'occasion, si on doit décider de la tenue de l'élection en mars 2026, de regarder, de faire le point, de faire l'autopsie, de regarder les problèmes, non pas seulement de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, mais de regarder le problème de la maîtrise du corps électoral, de la fiabilité des listes électorales, de regarder le problème des textes qui doivent permettre le plafonnement des dépenses de campagne, etc. Mais le Parti congolais du travail, puisque le ministre Mbolo a choisi le camp de l'application de la loi, je pourrais dire que les prix qui croyaient prendre. Certainement que lorsqu'on a envisagé cette démarche, on avait en toile de mire que c'est Mirassa qui sera sanctionné, que c'est Dave Mafoula qui sera sanctionné, que c'est Jean-Jacques Yombi qui sera sanctionné, que c'est Gilbert Mouyabi de Renaissance qui sera sanctionné, surtout nous qui avons choisi de créer et de faire la sortie officielle du Rassemblement des forces du changement. Nous nous rendons compte que ce problème devient un problème extrêmement grave, une pierre lourde à porter. Et il faut que l'on essaye d'avancer pour regarder sérieusement. Maintenant, s'agissant du président de la République, comme nous n'avons de cesse de dire que nul n'est au-dessus de la loi, on ne doit pas seulement demander aux partis politiques de se conformer à la loi. Le président de la République doit aussi se conformer à la loi. Et je veux donner beaucoup plus de détails. Qu'est-ce que ça veut dire que le président de la République doit se conformer à la loi? Je prends quelques exemples, mais ça devrait pouvoir être approfondi. Un, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Quels sont les mécanismes qui doivent être pris pour que le président de la République ne soit plus président du Parti congolais du travail? Et ça, c'est une excellente chose, parce que nous n'avons de cesse de dire que le président du Parti congolais du travail ne peut pas préparer une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. La preuve, il y a beaucoup de membres du comité central et de membres du parti qui sont nommés soit préfets, soit chefs de district, soit administrateurs, maires des arrondissements. Et c'est ça qui crée des problèmes dans le pays. Parce qu'il n'y a pas la neutralité au niveau de l'administration. Et quand j'entends le préfet, directeur général de l'administration du territoire, essayer de nous faire comprendre que, y compris dans ces services, il y a des problèmes et il y a une nécessité d'aller au renforcement des capacités, mais nous rendons compte qu'il faut que ces questions-là soient véritablement vues. Et le ministre Mbolo doit se rendre compte, avec le Premier ministre, que le problème est très lourd. Il touche, y compris le président de la République. Il faut que le président de la République soit en conformité avec la loi. Et là, j'insiste parce qu'il y en a beaucoup
qui font beaucoup de bruit lorsqu'on... C'est pas la langue de bois. Il s'agit d'aller sur les questions de droit. Et en matière de droit, moi, je ne suis pas un juriste. Ils insistent beaucoup sur la preuve et sur la capacité de la bonne et belle démonstration. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Donc, voilà, chers téléspectateurs, voilà la situation à laquelle nous arrivons. J'ai entendu des Congolais dire, ah oui, le président, il est en train de réfléchir, est-ce qu'on va aller à des consultations, est-ce qu'on va aller à des concertations, est-ce qu'on va aller à un dialogue, etc. Mais la Constitution est claire sur de tels problèmes aussi graves et aussi importants. C'est le Conseil national de dialogue qui doit se tenir. La faute est à qui si depuis 2015, le Conseil national de dialogue n'a pas été formellement mis en place. En tout cas, souvent on attribue des choses à l'opposition, soi-disant radicale, mais ce n'est pas à l'opposition radicale qu'on doit attribuer les choses. C'est aux gouvernants qui doivent répondre de cette situation. Donc, chers téléspectateurs, nous avons voulu prouver à travers cette émission que le complot n'est pas bon en politique. On peut croire atteindre son adversaire, mais ça peut se retourner sur vous-même. Le ministère de l'Intérieur, en voulant déclarer conforme, d'ailleurs, je dois dire au ministère de l'Intérieur, il faut bien qu'il vérifie par rapport aux critères retenus que les 42 partis sont bien conformes à la loi. C'est-à-dire qu'ils ont des sièges départementaux dans tous les départements. Et si ils sont en conformité avec la loi, c'est-à-dire qu'ils se conforment à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Je n'en suis pas sûr, parce que je vous ai donné l'expérience de 2018. En 2020, j'ai fait constater, et je regrette que le ministre de l'Intérieur ne tienne pas compte de ce qu'on lui dit, pour qu'on dise après que les opposants ne font pas de propositions. On lui avait déjà dit, quand il a pris l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi. Mais comme ils pensent que la loi, c'est leur volonté, qu'est-ce qu'ils font? Le Parti congolais du travail figure en bonne place, que ce soit dans le texte de 2018, que ce soit dans le texte de 2020, que ce soit... Donc, moi qui savais déjà que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi, je ne suis pas surpris. Mais que veut-on? Que veut-on? Le ministre Mboulou, qu'est-ce qu'il veut? Et c'est ces problèmes-là qui créent les frustrations, les humiliations, les rancœurs. Et après, on vient nous parler de paix. Non. Quand on a amorcé cette démarche, il ne peut pas avoir de paix. On crée plutôt les conditions pour qu'il y ait dans la société des réactions. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc, chers téléspectateurs, avant d'aller à la conclusion, je tiens à vous rappeler ce que nous vous avons déjà annoncé, à savoir que le 12 août, à partir de 18h, heure de Brazzaville, nous ferons une émission webinaire. J'ose espérer que nous aurons l'occasion d'avoir des échanges assez fructueux, et que j'essaierai d'apporter des réponses à des questions que vous pourrez me poser, où que vous soyez, et à mon avis, ça serait une bonne chose. Donc, en conclusion, je dis, le président Denis Sassou Nguesso a dit dans l'un de ses messages sur l'état de la nation que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Nous sommes au regret de constater qu'au Congo, les gouvernants ont finalement choisi de nous placer sur la voie de l'anticonstitutionnalité. Il s'agit que nous revenons sur le bon chemin. Le bon chemin, ce n'est pas seulement de rechercher la conformité des partis à la loi. C'est une bonne chose, tout le monde doit respecter la Constitution. Si on se dit démocratie, on se dit républicain. Mais on ne se limite pas là. Et dans le cas d'aujourd'hui, les Congolais vont voir clairement que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et ils doivent se poser la question, que doit-on faire dans ce cas? La réponse est claire. Le PCT doit être sanctionné. Et la sanction est prévue où? Elle est prévue dans l'article 31 de la loi 20-2017, du 12 mai 2017 relative aux partis politiques.
L'autre aspect, le président de la République doit tout mettre en œuvre pour qu'il soit conforme à la loi. Évidemment, il y a un handicap, mais ça, je ne sais pas comment ça peut se résoudre. L'handicap que le président de la République aura, c'est lequel? Mais c'est que lorsqu'on se réfère à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, ce qui apparaissait déjà dans l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, on dit quoi? Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et lors de la cessation de celle-ci. Et le constat que nous faisons, s'agissant du président de la République, il n'a pas déclaré son patrimoine en 2002, il ne l'a pas déclaré en 2009, il ne l'a pas déclaré en 2016, il ne l'a pas déclaré en 2021. Malheureusement, cette déclaration doit se faire au moment de la prise des fonctions et à la cessation. Je ne sais pas, mais les Congolais doivent réfléchir. Les gouvernants doivent réfléchir pour savoir exactement qu'est-ce qui peut être fait pour que le président de la République, en dehors du fait qu'il ne doit plus être président du Parti congolais du travail, mais qu'il soit conforme à toute la Constitution et sur tous les aspects. Je crois que ça doit faire appel à l'intelligence, non seulement des gouvernants, mais s'ils ont besoin des Congolais, je crois que les Congolais pourraient apporter leur contribution pour aller. Donc, pour terminer, je dis, si on applique la loi, on ne peut pas faire autrement. Le Parti congolais du travail doit être sanctionné. Et par rapport à cette sanction, le Sénat tombe, selon mon analyse, bien sûr. Le Sénat tombe, l'Assemblée nationale tombe, et il y a nécessité que les Congolais se retrouvent à 8 mois de l'élection présidentielle pour voir ce que nous pouvons faire pour que cette élection soit une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Donc, chers téléspectateurs, c'est le message que je voulais vous envoyer et vous faire passer. Je remercie le directeur général de l'administration du territoire pour toutes les informations qu'il nous a apportées. Je suppose que nous lui en avons également beaucoup apporté. Et je dois dire aux téléspectateurs que, profitant de cette occasion, après avoir donné la position que je viens de développer avec vous ici, j'ai remis au préfet directeur général de l'administration du territoire un dossier qui comprend beaucoup d'éléments sur lesquels je viens de me pencher, et j'ose espérer que tout ira de l'avant. Ce que nous voulons, c'est aller dans la paix et pour la paix à une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Nous ne voulons pas de friction, nous ne voulons pas. Et dans cette démarche, il faut que nous, les acteurs politiques, les responsables des partis, que nous ayons la possibilité de faire mener nos activités, faire des meetings, faire des réunions et faire en sorte que tout puisse aller de l'avant. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que je termine cette émission en vous remerciant pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous au samedi. Il est 20h. Merci beaucoup et à bientôt.